جرت العادة المألوفة أن يقوم رئيس الدولة المضيف بلقاء مع الصحفيين بعد انتهاء المؤتمر، وها نحن الآن موجودون في هذه القاعة احتراما لتلك التقاليد. أرجو منكم أن تضعوا أسئلتكم دون أن تكون أسئلة متكررة، وأن تضعوها في إطار المغرب العربي بالخصوص. Il est de coutume qu'une conférence de presse soit tenue par le chef de l'État invitant après une rencontre au sommet. Nous allons donc entamer notre conférence de presse. Je vous demanderai de ne pas répéter vos questions, de même que je souhaiterais qu'elles concernent particulièrement, pour ne pas dire exclusivement, les questions relatives au Maghreb arabe. Bismillah. Tfaddal. رمزي صوفيا، مدير جريدة السياسة الكويتية، صاحب جلالة، في كافة اللقاءات التي أجراها الصحفيون مع سكان الأقاليم الصحراوية كان جواب هؤلاء المواطنين أنهم قد تم استفتاءهم منذ 13 سنة يوم عانقوا إخوانهم القادمين من كل ربوع المملكة، وقد أثبتتم جلالتكم نظرتكم البعيدة عندما أعلنتم استعداد المغرب لاستقبال كل أبنائه ممن أخطأوا بدخول صفوف البوليساريو. الآن يا جلالة الملك، وعلى ضوء المعطيات بإعلان الاتحاد المغاربي، هل توصلتم مع زعماء الاتحاد على صيغة معينة بخصوص قضية الصحراء؟ شكرا. إنني أعتقد أن قضية المغرب العربي هي قضية ليست حديثة اليوم، فهي قضية الأجيال السابقة والأحلام التي عاش عليها آباؤنا وتربينا فيها. فلهذا يجب أن ينظر الإنسان والمحلل إلى قضية المغرب العربي ككل نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه الدوام والبقاء، بحيث لا يمكن أن ترتبط قضية المغرب العربي بأحداث ليست طارئة يمكن أن تقع اليوم كما يمكن أن تقع غدا أو بعد غد. فهناك المستمر وهناك الغير المستمر. القضية التي ذكرتم ليس لها أي تأثير على هذه القضية، على قضية المغرب العربي، لأن آمالنا وأحلامنا في توحيد المغرب العربي الكبير سبقت بأجيال وأجيال هذا الحدث الطارئ المتطفل على التاريخ، هذا الحدث الذي أسميه ذبابا تاريخيا أو ذبابا جاء يتطفل على أسد التاريخ، أسد المغرب العربي الكبير. Je vous remercie, Sa Majesté. Sidi Gaye de l'Agence panafricaine d'information. Sa Majesté, l'Organisation de l'Unité africaine et la Ligue arabe auxquelles appartiennent les 5 pays maghrébins déploient des efforts depuis 1980 et 1964 respectivement pour la mise en place d'ensembles économiques sur une plus vaste échelle. Je voudrais savoir s'il y a eu entre le sommet de Zeralda et le sommet de Marrakech des contacts pour coordonner les initiatives déjà entreprises ailleurs et la future entité maghrébine qui vient d'être portée sur les fonds baptismaux. Ma deuxième question, si vous le permettez, Sa Majesté, c'est de savoir où et quand se tiendra le 3e sommet. Bon. Eh bien, votre question est pertinente et je suis heureux qu'elle ait été posée.
notre souci depuis 3 jours que nous sommes réunis ici à Marrakech est avant tout non seulement de mettre sur pied l'entité maghrébine, mais surtout de bien faire en sorte qu'elle n'apparaisse pas comme ignorant ses amis traditionnels et séculaires, qu'ils soient dans le monde arabe ou qu'ils appartiennent au continent africain. Et nous avons décidé, d'une façon spontanée, les uns et les autres, que lorsque ce Maghreb aura pris corps, c'est-à-dire dans les 6 premiers mois qui vont venir, Inch'Allah, le temps de mettre sur pied les institutions, d'être très attentif aux problèmes africains particulièrement, et d'avoir avec nos voisins africains des relations très privilégiées. En plus de cela, dans un des articles du traité qui va être bientôt publié, il est stipulé que cette union maghrébine reste ouverte à d'autres pays qui voudraient s'y adjoindre. Donc, je suis heureux de pouvoir dire, à travers la presse ici présente, qu'elle soit nationale ou internationale, et particulièrement africaine, de pouvoir dire à mes frères africains que nous, au Maghreb, notre premier souci était de bien montrer que notre entité ne serait pas un rempart entre nous et nos frères africains, bien au contraire, que dans un premier stade, nous aurions des rapports très privilégiés, soit bilatéralement, soit d'une façon collective, et pour bien marquer notre volonté, nous l'avons stipulé par écrit dans le traité. Je ne me rappellerai plus quel est l'article exact, mais lorsque le traité sera publié, je pense que beaucoup d'inquiétudes pourront être dissipées. Samuel Jaille, Radio Méditerranée Internationale. Majesté, pragmatisme et réalisme sont les 2 mots qui reviennent le plus souvent dans la bouche des responsables politiques maghrébins, mais aussi des opérateurs économiques. J'aimerais, si votre Majesté m'y autorise, poser 2 questions à propos de ce nouveau sens des réalités et de la solidarité maghrébine. La première question est d'ordre économique. Vu l'étirement des chaînes de communication, quels sont les espoirs raisonnables de coopération et de coordination des démarches économiques nationales face aux grands ensembles régionaux? Ma seconde question, Majesté, si vous m'y autorisez, à propos cette fois du nouveau sens des réalités politiques. La signature de l'acte de naissance de l'Union maghrébine arabe semble impliquer de facto, si l'on peut dire, celle de l'acte de décès de la RASD, ou du moins ramener le mouvement indépendantiste du Polisario à sa portion congrue. Les chefs d'État des 4 autres pays membres de l'Union du Maghreb arabe vous ont-ils laissé le sentiment qu'ils considèrent désormais ce dossier comme une affaire, si je puis dire, maroco-marocaine, et où se situent les indépendantistes du Sahara dans les préoccupations maghrébines actuelles? Merci, Majesté. Je vous avais demandé au départ, mais enfin je répondrai, de faire en sorte que les questions de cette conférence de presse soient des questions inhérentes au sujet du Grand Maghreb et qu'elles n'abordent pas des problèmes secondaires. Mais enfin, je répondrai à votre deuxième question. Commençons donc par la première. À l'occasion d'un certain nombre d'interviews ou de conférences de presse, j'avais donné mon point de vue sur les ensembles régionaux et sur les conditions qu'ils devaient remplir. Et il n'était pas sorcier, ni le fait d'être grand savant, de déterminer au départ qu'il fallait, en dehors des sentiments, des liens fraternels, de la communauté de religion ou de langue, qu'il fallait qu'il y ait un minimum de communauté, sinon de similitude, sur le plan des régimes économico-sociaux. C'est ainsi que, ma foi, il serait impensable d'imaginer qu'un pays du Comecon, par exemple, sans changer sa législation, puisse faire partie de l'Europe de l'Ouest. De même qu'un membre du marché commun
serait, à mon avis, s'il ne changeait pas sa législation économico-sociale, irrecevable dans le club du Comecon. Ceci s'adresse à tous les ensembles régionaux, et je pense que si l'on trouve par exemple, la Ligue arabe, la grande famille de la Ligue arabe, certaines difficultés, parfois, à parler un langage commun, c'est pas que nous ayons des analyses différentes concernant les problèmes politiques, les problèmes de géopolitique, non. C'est que nos conceptions géostratégiques sur le plan économique, sur le plan des échanges, sur le plan de la liberté de la circulation des biens et des richesses et des hommes, ne contiennent pas le consensus nécessaire et vital pour une cohabitation harmonieuse. Cette disparité, qui à mon avis est extrêmement préjudiciable à des ensembles régionaux, eh bien, elle existait au Maghreb. Et j'ai toujours dit, je ne l'ai pas caché, que le régime économico-social de l'Algérie représentait, entre le Maroc et la Tunisie, disons, pour ne prendre que ces trois pays noyaux, représentait une sorte d'abîme ou de vide qu'il faudrait combler, soit en amenant le Maroc et la Tunisie, disons maintenant Libye et Mauritanie, à se rapprocher de l'Algérie sur le plan économico-social, soit qu'il fallait demander à l'Algérie de devenir moins radicale sur le plan économico-social. Je pense que maintenant, cette crainte est dissipée, car l'Algérie, son président et son peuple ont parfaitement compris que l'intégration dans le Maghreb, la prise en main par les Algériens de leur devenir, nécessitait une ouverture interne, donc un pluripartisme, une responsabilisation sur le plan de la conduite des affaires, qu'elles soient municipales ou qu'elles soient nationales, mais d'un autre côté aussi, il fallait, pour l'Algérie, se mettre au diapason de l'heure sur le plan économique. Et c'est pour cela que dans le projet de constitution, nous avons vu que le président avait proposé au référendum, c'est-à-dire à la volonté du peuple algérien, un mode de vie économico-social complètement différent du précédent. Ce faisant, certainement que les gouvernants algériens et les responsables, et à leur tête le chef de l'État, ont non seulement pris en considération les nécessités maghrébines, mais aussi ont pris en considération l'évolution qui est en train actuellement de bouleverser le monde sur le plan de la conception des économies libérales ou des économies dirigées. Et nous sommes très heureux de voir que, à côté de nous, ce pays, qui est un pays frère, qui a connu 130 ans d'occupation, 7 années de guerre, qui s'est trouvé privé de liberté individuelle, collective, économique et commerciale, sommes très heureux de pouvoir, de le voir enfin accéder à ce qui a toujours motivé son combat d'émancipation et d'indépendance. Donc je pense, pour en revenir donc à votre question, que le Maghreb, maintenant, s'est doté des constituantes et des éléments constitutifs d'une mise au point ou d'une mise sur pied d'une entité capable d'harmoniser ses propres économies et donc de nature à être un interlocuteur logique à l'égard de ses futurs partenaires ou de ses futurs concurrents. Voici donc pour la première question. Et je dois vous dire que nous sommes tous très optimistes concernant
la vitesse de croisière à laquelle nous comptons marcher, car beaucoup de documents ont été signés et ils ont été étudiés auparavant, naturellement, et nous pensons qu'on peut les mettre en pratique rapidement. La seconde question, bien, je dois vous dire qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une séance plénière, qu'elle soit à huis clos ou qu'elle soit ouverte. Nous n'avons jamais parlé de ce problème, du problème que vous évoquez, donc de la deuxième question. Nous n'avons jamais parlé à 5. Nous ne pouvions pas ne pas en parler, car c'est quand même une épine dans le pied de tous. Et si tous nous l'avons évoqué, c'est toujours avec, disons, des mots amers et avec une certaine amertume, on disait, mais enfin quand même, on aurait bien pu se passer de ce problème, pour dire le mot qui est vraiment embêtant, pour ne pas dire ennuyeux, qui est embêtant et qui embête tout le monde. Naturellement, nous sommes tous des Maghrébins, nous sommes tous des frères, et nous voulons que notre fraternité puisse se développer le plus rapidement et dans tous les domaines, donc sans aucune restriction ni mentale ni matérielle. Nous en avons parlé, non pas pour l'évoquer, non pas pour l'agrandir, non pas pour lui donner des dimensions outrancieuses, mais non, pour dire, enfin, si on pouvait enlever cette peau de banane. Alors, à partir du moment où tous les partenaires sont entièrement d'accord qu'il y a là quelque chose, il y a un grain de sable qui empêche le moteur de tourner, ben, si nous sommes de bons mécaniciens, ce grain de sable, ou disons, ce rouage grippé, ne peut que disparaître dans les délais les plus rapides. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait parmi nous 4, parmi nous 5, des partisans plus ou moins attachés à tel devenir du Sahara plutôt qu'à tel autre. Bon, bien, je vois des dames qui lèvent le doigt là-bas. Merci, Majesté. Bahi Amrani, la BBC. Majesté, ce matin, l'acte constitutif... De quel? La BBC. Ah, BBC, oui. Ce matin, l'acte constitutif a été signé. Pouvons-nous savoir quelles seront les prochaines étapes? Et d'une façon plus générale, quelle est l'appréciation de Votre Majesté sur la nouvelle dynamique maghrébine, ses chances et ses limites? Merci, Majesté. Quelle est l'appréciation de Votre Majesté sur la nouvelle dynamique maghrébine, ses chances et ses limites? Merci, Majesté. D'abord, je souhaite qu'elle n'ait pas de limite, et que seul le temps la limite. Ces chances, je pense que, ma foi, comme on dit dans les contes de fées, nous avons, pour enfants, nous avons fait en sorte que toutes les fées du monde les plus bénéfiques soient autour du berceau pour bénir cette naissance et l'aider à croître dans le bonheur et la sagesse. Bon, quelle vitesse? Bien, il est certain que la vitesse sera celle que nous voudrons lui donner. Le principal, c'est qu'il ait la volonté d'aller vite, mais d'aller bien. Naturellement, il ne suffit pas d'aller vite, il suffit d'abord de se mettre d'accord si on conduit à droite ou si on conduit à gauche. Deuxièmement, il s'agit de savoir quel cylindrée nous allons employer et, ma foi, si nous allons rouler au gaz, au diesel ou au super. Le principal, c'est que nous roulions. Il va falloir que les rouages administratifs, les procédures puissent se mettre au diapason, à un diapason commun. Il est certain que nos gouvernements devront mettre sur pied un organisme, en dehors des organismes de coopération, mais un organisme législatif de nature à examiner les textes existants, qu'ils soient lois ou décrets, ou arrêtés, ou circulaires, qui ne sont pas conformes à une certaine dynamique et à une certaine finalité. Tout cela va demander, naturellement, un temps de réflexion et de travail. Mais je pense que si nous arrivons à mettre sur pied deux tuyères ou deux turbines parallèles,
l'une de réflexion et de mise au point, l'autre de propulsion en même temps, en disant ce qui est prêt, mettons-le en route, ce qui n'est pas prêt, il faudra le parfaire. Je pense personnellement que déjà, d'ici la fin de ma présidence, qui doit se terminer dans 6 mois, puisque nous avons décidé de faire que les présidences soient tournantes et tous les 6 mois, je pense qu'un certain nombre de choses pourront être faites, particulièrement sur le plan de la circulation des biens et des hommes, sur le plan douanier, nous avons très bien marché ensemble, sur le plan culturel et de l'enseignement. Ce sont là des domaines qui sont très avancés et ce sont des domaines quand même importants. Mais, comme je vous l'ai dit, les chances, nous lui avons donné toutes les chances. Les limites, souhaitons qu'elle n'en ait pas. Mettons le reste, eh bien, il faudra un travail de tous les jours. Omar Belwiche, El Moudjahid d'Algérie. Majesté, le principe de la liberté de la circulation des personnes et des biens, voire des capitaux, a été retenu comme un des objectifs à terme de l'Union du Maghreb arabe. Oui. Le développement inégal des pays du Maghreb arabe ne risque-t-il pas, Majesté, de contrarier la réalisation de l'objectif d'intégration? Pardon, parlez doucement, s'il vous plaît, lentement. Le principe de la liberté de la circulation des personnes et des biens, voire des capitaux, a été retenu comme un des objectifs à terme de l'Union du Maghreb arabe. Le développement inégal des pays du Maghreb arabe ne risque-t-il pas, Majesté, de contrarier la réalisation de l'objectif d'intégration et de complémentarité économique, voire de l'équilibre social recherché par l'Union? Une autre question, si vous permettez, Majesté. La création de l'Union signifie-t-il que l'on donnera à l'avenir la primauté aux relations multilatérales au détriment des relations bilatérales? Merci, Majesté. Bon, il faudra que nous nous mettions d'accord, à mon avis, soit à la fin de cette période, soit au début de la nouvelle présidence. Il faudra que nous nous mettions d'accord sur un principe ou des principes de base. Comme vous le savez, au départ, l'Europe, avant d'inscrire comme objectif le grand marché européen ouvert à tous, avait d'abord pris le soin de faire l'inventaire des possibilités et des spécificités de chacun, pour dans un premier temps cultiver et exploiter les domaines où tel pays était le plus fort, en attendant que les autres puissent le rejoindre dans tel autre domaine et faire qu'il n'y ait pas une disparité, mais qu'il y ait à la fin de l'inventaire, un certain égalitarisme, l'un dans l'agriculture, l'autre dans l'industrie, le troisième dans l'industrie textile, et ainsi de suite. Donc, avant de penser que nous pourrons avoir des productions qui seront concurrentielles, mais pas, qui seront compétitives, mais non pas concurrentielles à l'intérieur du marché, avant de faire en sorte que, ma foi, nous puissions avoir une planification horizontale et non pas verticale, allant depuis Nouakchott jusqu'à Tripoli, il faudra faire quand même l'inventaire de nos biens, de nos richesses, de ce qui est avancé chez les uns et chez les autres, et de ce qui demande à être poussé et encouragé. Donc j'estime que ces disparités, loin d'être un obstacle à notre expansion commune, seront au contraire pour nous une lanterne éclairante très importante, car il est certain, il y a derrière nous des vides et il y a devant nous des trous que cache l'herbe. Il ne faudrait pas que nous voyions l'herbe et qu'on ne voit pas le trou. Ça va demander le travail d'experts, non seulement d'experts de l'État, mais aussi nous comptons beaucoup sur le travail des privés. Et c'est pour ça que nous encourageons les rencontres des groupes privés, quel que soit le niveau de fiabilité auquel ils sont arrivés, qu'ils soient bancaires, qu'ils soient dans le domaine des assurances, que ce soit dans le domaine des industries petites et moyennes ou même grandes. Et je pense personnellement que il faut rechercher les disparités.
il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis. Il ne faut pas avoir peur de penser que tel secteur est faible dans tel pays. Il n'y a pas de honte à le dire par rapport à tel secteur. C'est en sachant les faiblesses des uns et des autres que nous pourrons mieux planifier pour, j'ai dit, un certain égalitarisme, non pas l'égalitarisme frustrant qui fait qu'on est toujours médiocre et qu'on est très content d'être médiocre à 5 pourvu qu'on reste médiocre. Non. Un égalitarisme ambitieux et disons compétitif. Pour ce qui concerne votre deuxième question, j'estime que, et tous mes frères chefs d'État maghrébins considèrent que, bien au contraire, les relations bilatérales, privilégiées par la géographie ou par d'autres raisons, sont une motivation supplémentaire, positive, pour tous les accords multilatéraux. La Tunisie est en train de faire des accords très importants avec la Libye. Plus la Libye et la Tunisie seront intégrés sur le plan intellectuel d'abord et seront vraiment comme des frères siamois, mieux le corps libo-tunisien ou tuniso-libyen, plus il sera positif pour nous. Le Maroc et l'Algérie sont en train d'étudier et ont étudié beaucoup de conventions entre eux. Nous sommes en train de creuser encore, de chercher les problèmes à résoudre, d'inventer les domaines de coopération, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Eh bien, plus le Maroc et l'Algérie coopéreront ensemble, mieux ils apporteront, plus ils apporteront une quantité non négligeable d'énergie, de biens et de potentialités. Et ceci, c'est le cas de la Mauritanie avec le Maroc, par exemple. Et ceci, les chefs d'État ici réunis l'ont parfaitement bien compris et l'ont même encouragé. Donc, multilatéralité et bilatéralisme sont, dans notre esprit, complémentaires. طالع السعود الأطلسي جريدة أنوال. جريدة أنوال. جلالة الملك، الهياكل والقوانين التنظيمية للاتحاد المغربي العربي وهي لم تنشر بعد، هل تسمح أم لا لكل دولة عضو في الاتحاد أن يكون لها انتماء أو عضوية في اتحاد أو تكتل جهوي سياسي أو اقتصادي آخر؟ في حالة المغرب، هل ستواصل جلالتكم مساعيكم للحصول على عضوية المغرب في السوق الأوروبية المشتركة؟ شكرا جلالتك. لما لا شك في أن هذا السؤال سؤال دقيق جدا ومنطقي مع نفسه. هناك بند من البنود يقول على أن للدول غير الأعضاء في مجموعة المغرب العربي أن تكون يوما ما، أن تصبح يوما ما عضوا في المغرب العربي المتحد. واتفقنا على أن يكون قبول العضوية بالتراضي أو الإجماع لا بالتصويت أو الأغلبية. هل معنى هذا من باب النقيض أنه يمكن لبلد من الدول العربي كيفما كانت أن تلتحق بمجموعة دون أن تستشير أو دون أن تعطيها الدول الأخرى الضوء الأخضر؟ مما لا شك في أن هناك مجال للمذاكرة، مجال للمذاكرة، لأنه في هذا الاتفاق ما هو سلم القيم؟ هل القانون الداخلي يسمو على القانون الجماعي، أو القانون الجماعي له أفضلية وأسبقية على القانون الداخلي؟ من جهة هذا السؤال من جهة، ولكن السؤال الأصيل الحقيقي هو هل الانتماء المزعوم والمفروض ستكون له انعكاسات سلبية أم إيجابية على التجمع المغاربي؟
إذا كان هذا الانتماء عضو من الأعضاء لا ضرر فيه بل ما فيه إلا الخير وجلب الخير، أظن شخصيا على أن من باب أولى وأحرى، من باب الأحروية كما يقول الفقهاء، أن يعطى له الضوء الأخضر ليفتح الطريق ويشق الطريق أمام الآخرين. من حيث هي مسألة قبل كل شيء مسألة سياسية، قبل أن تكون مسألة نصوص أو مسألة شكليات، مما لا شك في أنه إذا جينا نتعاطوا التفسير الظاهرية كما فسر القرآن أو فسر الأحاديث الظاهريين المعروفين، طبعا غادي نغرقوا في الشكليات ولن نرى السواحل الشاسعة التي يجب أن نصل إليها. قضية السؤال الثاني، الشطر الثاني من سؤالكم فيما يخص عضوية المغرب للسوق الأوروبية، أنا أعتقد شخصيا أن علينا الآن أن نسير بعجلتين. العجلة الأولى وهي طلب المغرب للعضوية في السوق الأوروبية المشترك، وعلينا أن نسير بالعجلة الثانية، تمكين المغرب العربي بإجماعه لأن يكون مؤهلا لطلبه ككل للانتماء للسوق الأوروبي. وفي كلتا الحالتين كما نقول عندنا الناجي يأخذ بيد أخيه أو السابق يأخذ بيد أخيه. فإذا قبلت عضوية المغرب كعضو كامل مما لا شك فيه أن أصحاب السوق الأوروبية المشتركة قبل أن يعطوا الضوء الأخضر لهذا أو قبولهم، يعطوا قبولهم على أساس أن المغرب جزء لا يتجزأ من وحدة ليست وحدة عاطفية فقط، ولكن وحدة سياسية واقتصادية ومنظمة. فإذا أعطوا للمغرب مثلا حق العضوية سيكون قد أخذوا بعين الاعتبار هذا، وقد ضمنيا قد قالوا نعم للمجموعات المغاربية كلها. وإذا سرنا على العجلة الأخرى وكانت العجلة الأخرى أسرع من العجلة المنفردة للمغرب، وأصبح المغرب العربي ككل متمتعا بجميع المزايا والكماليات والضروريات، فالحمد لله سيدخل المغرب العربي ككل كمخاطب ومخاطب وكعضو إما كامل أو ثلاث أرباع أو كما كان الحال في المجموعة الأوروبية السوق الأوروبية المشتركة. السيدة اللي نعطيو شوية السيدات الدوم حقهم، تفضلي. Oui. Nadia Bradley, le libéral. Conseil de coopération du Golfe, Conseil de coopération arabe, Union du Grand Maghreb aujourd'hui. Le monde semble se diriger de plus en plus vers les grands ensembles et on constate que de l'Atlantique jusqu'à l'Asie ou de Marrakech jusqu'à Bahreïn, le monde arabe aujourd'hui est régenté ou régi par plusieurs structures. Pensez-vous, Majesté, que ces structures puissent agir un jour de concert? Et deuxièmement, comment pensez-vous qu'elles soient perçues par les grandes puissances? Merci. Il est certain que ces derniers temps, il y a enfin, parce que avec le virus du sida, de toutes les grippes qui muent, qui changent et qui font tant de mal à l'humanité, enfin il y a un virus bénéfique de paix, de détente et de régionalisation, d'entente, de groupement. Enfin, nous ne pouvons que nous en féliciter. Maintenant, quand vous me parlez de différence de structure, si vous me parlez de différence de structures internes, en ce qui concerne les pays qui font partie de ces ensembles, j'ai dit à ce sujet-là ce que je pensais au départ
à savoir que les contradictions économico-sociales entre des partenaires qui veulent constituer une société ou une association sont parfois des disparités mortelles. Si ce sont des disparités de régime politique seulement, l'Europe est faite de monarchies constitutionnelles comme elle est faite de républiques. Si ce sont des disparités géographiques, donc régies par la climatologie, par le voisinage, le commerce et autres, je pense qu'actuellement, il est mis à la disposition de l'humanité, grâce aux télécommunications, grâce au transport rapide, grâce à tous les progrès que nous avons faits, et grâce à Dieu, de pouvoir, ma foi, enjamber ces disparités géographiques et faire que nous puissions accrocher les wagons les uns aux autres. Maintenant, les grandes puissances elles-mêmes sont tributaires d'un certain nombre de groupements internationaux. Les grandes puissances actuellement n'ont qu'une idée en tête, c'est désarmer sur le plan nucléaire et essayer d'affronter les grands problèmes que nous allons vivre et que nous ignorons mais que eux n'ignorent pas. Le problème de l'ozone dans l'air, le problème du réchauffement de la planète, le problème de la pollution, car les grandes puissances sont plus polluantes que quiconque. Je pense que nous partons pour une décade, ou si ce n'est 2 décades d'accalmie, disons, d'harmonie, de paix, de tranquillité. Mais enfin, nous ne pouvons qu'être satisfaits de voir que le virus des ensembles est un virus contagieux. Nous souhaitons que le monde arabe finisse lui aussi par faire des ententes régionales, ce qui pourra donner une valeur beaucoup plus importante à la Ligue arabe et ce qui nous amènera enfin, Inch'Allah, à revoir la charte de la Ligue des États arabes, car tant que nous n'aurons pas révisé la charte de la Ligue arabe, je ne pense pas que nous pourrons affronter nos difficultés propres et celles qui nous entourent. Alors je vais choisir au hasard 3 questions et je m'arrêterai ici, là-bas au fond. Correspondant du quotidien Izvestia, Moscou, de la part de la presse soviétique. Votre Majesté, l'Union du Maghreb arabe est née à l'heure des grands changements dans le monde entier. Les changements qui se caractérisent par l'esprit de dialogue, du règlement des crises régionaux, par la priorité des valeurs universelles et par la recherche des voies à survivre pour l'humanité. Peut-on dire que la naissance de cette union est aussi une réponse maghrébine à ces changements? Et comment voyez-vous le rôle de l'Union du Maghreb arabe dans cet ordre d'idées? Merci. Enfin, je n'ai pas compris la fin de la question. Si vous voulez la répéter, s'il vous plaît, ou la poser autrement. Alors, l'essentiel de ma question, peut-on dire que la naissance de cette union est aussi une réponse maghrébine à ces changements qui se produisent dans le monde? Très bien. Effectivement, j'estime que cette union maghrébine est une réponse qui est encourageante pour les grands changements. Et quand je dis les grands changements, je veux dire les grands changements à l'échelon des grandes puissances. C'est-à-dire qu'elle signifie ceci. Vous allez vers la détente entre vous
Mais il faut que cette détente existe aussi entre vos amis. Donc, plus les autres pays, les pays en voie de développement ou les pays développés, en dehors des grandes puissances, constitueront des ensembles, plus il sera difficile à l'une ou l'autre des grandes puissances de jouer la détente entre elles et de jouer la mésentente dans d'autres terrains. En somme, c'est une garantie pour la détente entre grands que cette détente, par homothétie, plus petite, va se faire entre leurs amis traditionnels et que de ce fait, on ne pourra plus s'embrasser avec les bras tout en se donnant des coups de pied sous la table. Que l'entente se fera du sommet à la base entre les grands et les petits et les moyens et que le total de tout cela ne pourra qu'être bénéfique pour tout le monde. Voilà la réponse que je crois devoir vous faire. عبد السلام المفتاحي جريدة المدينة السعودية. جلالة الملك، تردد أن رؤساء دول المغرب العربي سيقومون بإرسال مبعوثين خاصين إلى دول مجلس التعاون الخليجي ومجلس التعاون العربي لشرح أهداف اتحاد المغرب العربي، فهل ستقدمون يا جلالة الملك فعلا على هذه الخطوة؟ وهل يمكن التطلع إلى صيغة تنسيقية بين هذه الاتحادات؟ لم يرد هذا أبدا، ولكن ولله الحمد المغرب العربي والمجلس التعاون الخليج والمجلس الجديد الذي ولد ولله الحمد والشكر عليه، كلنا أعضاء في الأسرة الكبيرة للجامعة العربية. ما لا شك فيه أننا بعد كما كان الحال بعد الموافقة إن شاء الله الدستورية على الاتفاقية، بعد الموافقة اتفقنا على أن نبعث بهذه الوثيقة إلى كل من هيئة الأمم المتحدة والهيئات الجهوية المتفرعة كدول عدم الانحياز، الجامعة العربية، المؤتمر الإسلامي وما إلى ذلك. ومما لا شك فيه أنه حينما ستصل هذه الوثيقة للجامعة العربية سيتمكن للجامعة العربية ككل ولدول المجلسين للتعاون القديم والجديد أن ينظر إما بانفراد أو مجتمعين في هذا الاتحاد. ومما لا شك فيه أن يمكن أن يكون مؤتمر قمة، وعلاش لا، يمكن أن يستدعى مؤتمر قمة لا للنظر في المسائل السياسية المطروحة يوميا على وجه دول الأمان، ولكن للتفكير في مصيري وفي تنسيقي وفي الإخاء إلى ما نقولش الخلط أو التنسيق بين التجمعات الثلاثة من ناحية الاقتصادية السياسية ومن ناحية التجارية، وهذا حقيقة سيعطي قوة جديدة ونفسا جديدا ربما للجامعة العربية وللدول العربية المنخرطة فيها. السؤال الأخير هيئة الإذاعة البريطانية القسم العربي، صاحب الجلالة، في انتظار أن يكون هناك اندماج بين المغرب كما قلتم ودول المغرب العربي مع السوق الأوروبية المشتركة، كيف سيكون موقف كيان الاتحاد المغرب العربي تجاه السوق الأوروبية المشتركة مستقبلا على المستقبل القريب؟ وما هي أهم ملامح هيكلة اتحاد المغرب العربي؟ شكرا صاحب الجلالة. موقف دول المغرب العربي ككل لا يمكن أن يكون إلا موقفا إيجابيا وموقف الراجي والمؤمل في أن ينظر إلى المغرب العربي بعين الاعتبار
وفي أن يؤخذ بعين الاعتبار المجهودات المغاربية. بالطبع الأمل التي لا يغذيها الواقع والإنتاج والنمو هي آمال جميلة حلوة ولكن فارغة. فيجب علينا إذن أن نؤمل في السوق الأوروبية المشتركة، ولكن أعقلها وتوكل. علينا أن نعمل آملين أن يحظى عملنا بالتقدير والاعتبار اللازم. هيكلة المغرب العربي ما لا شك فيه أنه الخطوة التي أقدمنا عليها اليوم ليست إلا خطوة، ولكن المهم أنها خطوة جماعية لا تردد فيها ولا تحفظ أبدا. يمكن أن أقول بأنه الاجتماعات التي مرت والمذاكرات التي مرت كلها في جو من التصارح، وليس ذلك التصارح البشع المليء بالحزازات والمواخذات. بالعكس، ذلك التصارح دائما كان في جو من البشاشة، وإن لم أقول في بعض الأحيان من المزاح أو من النكت. ولم يبقى هناك مشكل تركناه خوفا من أن يكدر الجو. بالعكس، طرحنا على منصة الشغل جميع المشاكل، فمنها من اتفقنا على أن نجد له حلا هكذا وقت إما الآن أو بعد، ومنها اتفقنا على أنه لا بد له من زمان، لأن كما أقول دائما السياسة مثل الفلاحة، يجب للزمان أن يلعب دوره كما تلعب الفصول دورها فيما يخص الفلاحة، كانت فواكه أو حوامض أو نباتات أو زرع أو قمح أو اللي كان. حيث أعتقد أن الحمد لله الانطلاقة كانت طيبة. وهنا سأغتنم هذا السؤال وهذا الجواب لأقول كلمتي الختامية. الحمد لله كان انطلاقات ناس جادين مسؤولين يعرفون جيدا أنهم كلهم واقفون على محك المصداقية بالنسبة لشعوبهم، لأنه في هذا الباب الإيمان بالمغرب العربي والتطلع للمغرب العربي ليس هذا كله من باب الطموحات العادية، هو مطمح مقداس بالنسبة للمغرب كله، له عمق واحد، لا يوجد هذا الإحساس في هذا البلد بكيفية أعمق من الأخرى. بالعكس، فالكل كان شاعر يشعر بأنه واقف على محك المصداقية أمام الحاضرين الآن وأمام اللي جايين بعد. وكلنا عملنا والله يشهد على حسب اجتهادنا وقوتنا، مستعينين بالله سبحانه وتعالى وبإيماننا كأشخاص وبالحافز الكبير العظيم وهو إيمان شعوبنا. عملنا لأن نضع لعملنا الحالي والمستقبلي إطارا يسمح لنا كيفما كانت الظروف أن نسير به بالسرعة اللائقة
دون الخوف من أي عطب ميكانيكي أو عطب قانوني، لأنه في الأساس كان الدافع السياسي ألا هو الدافع المسؤول، دافع المسؤولية لا الشخصية ولا الجماعية، كان هو الدافع كما قلت المقدس الذي يمثل أحلام أجدادنا وآبائنا ويشخص طموحاتنا الآن ويضمن مستقبل أجيالنا الصاعدة والمقبلة لعيش أفضل ولدور في المجتمع العالمي في مستوى أعلى. أشكركم جميعا والسلام عليكم.